Coconut Podcast, saison 5, présenté par le groupe Quartier, avec votre animateur Alain Joe. Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. Écoutez, en ce mois de l'histoire des Noirs, eh bien, nous réitérons avec une autre personnalité de marque, messieurs, dames. Je pense qu'elle est connue d'à travers la province, une politicienne, mais surtout une femme impliquée auprès des citoyens et des citoyennes. Pour plusieurs, on l'a connue dans le cadre de d'autres fonctions. Aujourd'hui, nous la recevons, messieurs, dames, comme élue de la Montérégie. Oui. Alors, elle est députée de la circonscription de Marie-Victorin, messieurs, dames, mais elle est également adjointe parlementaire du ministre responsable aux services sociaux. C'est avec une immense joie que nous accueillons à Coconut Podcast celle qui a fait trembler l'Assemblée nationale lors de son entrée le 11 avril 2022, l'entièreté des communautés de la diversité du Québec et même de la communauté noire. On n'était pas à peu près fiers. Alors, messieurs, dames, accueillons à Coconut Podcast. Ah, je suis fébrile, mais vraiment content. Je suis habitué à la voir à la télé uniquement. Et là, elle est à côté de moi. Monsieur le Premier ministre et votre équipe, merci. Alors, accueillons à Coconut Podcast, je vais le dire ainsi, Madame la députée Shirley Dorismont. Merci de m'accueillir. Merci d'avoir fait le déplacement. Madame Dorismont, écoutez, on est vraiment content de vous avoir. Comment ça va? Ça va super bien. Ouais, on aime ça. Ça va super bien, oui. Je suis une femme assez énergique et positive, donc j'adore ça. Donc, ça m'a fait plaisir de me déplacer ici pour venir vous voir et discuter avec vous. Excellent. Écoutez, Coconut Podcast, on a fait des recherches. On s'est assis avec toute notre équipe. Puis là, on s'est posé une question. Vous avez été élu lors d'une élection partielle en 2022. Mais cette élection-là a permis à la nation québécoise de vous découvrir. Quelle était la réaction de vos parents lorsqu'un responsable à la CAQ vous a appelé pour vous dire « Madame Dorismont, on aimerait ça que vous soyez notre candidate à la partielle dans Marie-Victorin. » Votre réaction à vous, mais également celle de votre famille, vos parents, entre autres. Bon, je vous écoute. Bon, ma première réaction, ça m'a un petit peu surpris qu'on ait pensé à moi. Tu sais, des fois, on se valorise pas assez ou on ne dit pas que... On pense que peut-être que... Ah oui, vous avez pensé à moi, wow! Hein, première des choses. Mais des fois, tout le travail qu'on a fait depuis le début de notre carrière, de se faire appeler, puis qu'il y a une personne au bout du fil qui reconnaît tout le travail qu'on a fait sur le terrain, dans le réseau de la santé et même dans mes autres fonctions. Et d'avoir cette reconnaissance-là, ça m'a vraiment beaucoup émue. Donc, j'étais très fière de savoir que quelqu'un pensait à moi. Et l'autre chose, quand j'ai annoncé ça à ma famille, ils ont été très, très, très heureuses pour moi. Ils m'ont supportée immédiatement. Ils m'ont supporté immédiatement, là. On est... non. Tu devrais y penser, tu devrais réfléchir. Non, parce qu'on vivait, là, il faut se rappeler, hein, à une certaine époque, on vivait dans la pandémie. Il y avait beaucoup de choses. Ils m'ont vu aussi travailler pendant la pandémie énormément, essayer de combattre aussi tous les problèmes parce que sociaux. Pour ceux qui ne savent pas, vous êtes infirmière Oui. de formation, Oui. infirmière bachelière. Oui. Là. Donc,
vous étiez sur le front, comme on dit. Vous étiez une de nos petites anges. Oui, oui. C'est ça. Puis le travail du gouvernement était bien reconnu, tu sais, par rapport à la pandémie. La gestion était numéro 1. Donc, de savoir que je m'en allais dans cette équipe-là, pour eux, c'était... Il faut le dire aussi que j'ai 2 autres sœurs aussi qui sont dans le domaine de la santé. Okay. Bon. Donc, ils m'appuyaient grandement là-dedans. Okay, donc, les 3, ils ont été derrière moi. Ma mère, ça a été un petit peu plus un choc pour elle, dans le sens où elle revoyait mon père, parce que mon père est décédé. Okay. Et, tu sais, bon, mes parents m'ont eu très tard, donc toute la vie, un petit peu d'Haïti, j'ai pas beaucoup connu, parce que j'étais pas là. Mais ma mère, elle m'a dit... oui, elle m'a dit elle dit, t'es vraiment la fille à ton père. Si tu te lances en politique, t'es vraiment la fille à ton père. Puis une fois que ça a été dit, parce que dans le fond, ma mère ne m'a pas amenée pour que je fasse une carrière politique. Ouais, on s'entend. Mais quand elle a su que j'ai dit oui puis que je me lançais, elle m'a supportée à 100 000 $ aussi. Mais tu dis que maman ne voyait pas nécessairement que tu ferais politique. Non. Mais lorsque tu vas accéder à la vice-présidence de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Oui, c'est ça. Elle devait se dire, bon, elle est rendue vice-présidente. Et par la suite, c'est sous-ministre, puis sinon, adjointe parlementaire. Et il y a beaucoup, lors de votre première élection le 11 avril, on se disait, ce qui l'attend, Madame de Rismond, c'est de devenir ministre. Et même lorsque monsieur le Premier ministre formait son cabinet tout récemment, dans les oui-dire, dans les coulisses du pouvoir, si on peut le dire ainsi, on laissait présager que éventuellement vous seriez ministre, novice quand même, mais quand même à la tête d'un ministère puissant. Vous voyez à la santé, de savoir que le tout Québec vous voyait comme ministre. Ça veut dire que vous avez quand même fait tout un boulot en tant que vice-présidente de la FIC. Mais dans le quotidien, là, on peut dire, des fois, on ne fait pas ce lien-là. On ne fait pas le lien syndical et politique. Donc, mais c'est sûr que mon passage comme vice-présidente à la FIC m'a vraiment permis de capter comment cela fonctionnait en politique. Parce que sincèrement, moi, j'étais complètement néophyte à la politique et le seul gouvernement qui m'a intéressée à la politique, c'est M. Legault. Mais vous aviez tout de même certaines envolées parce que vous étiez très proche de vos patients, de vos patientes. Si vous voyez que, par exemple, il y avait quelque chose dans le système qui ne fonctionnait pas, à un moment, vous avez même parlé de racisme systémique parce que c'est ce que vous voyez selon votre vécu. Hein, on a chacun notre propre vécu, mais vous n'avez pas changé votre discours nécessairement. Et ce qui est intéressant, malgré votre prise de position sur un sujet qui faisait polémique au Québec, que vous étiez sûrement assez clair. Le gouvernement, l'équipe de M. Legault, sont quand même venus vous chercher. Puis ça n'a pas fait plus de vagues que ça. Je pense que vous l'avez bien expliqué. Oui. Aujourd'hui, très rapidement, la question du racisme systémique, est-ce que c'est quelque chose que vous parlez encore au sein du caucus de la CAQ? On aimerait vous entendre très rapidement. Là. Bien sûr, mais qu'est-ce qu'on se rend compte beaucoup? C'est la sémantique sur la définition. Donc, c'est là-dessus que vraiment, au cours là, de quand j'étais sur le terrain, que ce soit sur le réseau de la santé, c'est là qu'on voit qu'on n'a pas tous la même définition et on ne veut pas embarquer dans cette sémantique-là. Et pour nous, c'est important d'agir. Parce que là-dessus, on a tous un consensus. Ouais. L'action. Ouais. OK, excellent. Eh bien, Madame la députée, maintenant, on va apprendre à vous connaître avant de rentrer dans le plat principal. Vous êtes née, ça arrive sud, vous êtes une vraie Longueuilloise. Oui. Si vous oui. Mon accent bleu, des fois, j'en prends des accents. Mais vous savez, c'est pas là que j'ai appris mon lolo. Non. C'est plutôt dans ma carrière d'infirmière pour utiliser certaines approches auprès de ma clientèle vulnérable.
C'est plus là que j'ai Ok. appris le là, là. Le là. J'aime ça. Excellent, Ouais, excellent. ouais, c'est Alors, vraiment dans ma carrière d'infirmière. vous êtes né à Longueuil. Non, je suis née à Montréal. T'es né à Montréal? Je suis Ok. née à Montréal, Ok. à Royal Victoria. Oh, Sauf que on est déménagé rapidement à Longueuil. Mais Ouais. ce qu'on Mais je suis née comment on là. l'appelait le baptistère, votre certificat de naissance, Ouais, je suis née à il Montréal. est à Montréal. Ouais. Superbe. Mais vous êtes tatoué sur le cœur Longueuil. Oui, ben oui. Là, ça Ok, fait excellent. au-dessus de 44 ans que j'habite à Longueuil. OK, bon. C'est une vraie Longueuil. Oui. Là, vous allez décider d'aller faire votre cégep au cégep Saint-Laurent. Oui. La volonté de partir loin, Édouard-Montpetit, c'était pas trop votre kiff? Ben, Allez, on en vous écoute. fait, quand j'ai fait mon DEC en soins infirmiers, tout à fait. au cégep Édouard-Montpetit, on se rappellera qu'il y a eu un virage ambulatoire. Il y a eu des programmes fermés, donc j'ai pas pu aller à Édouard-Montpetit. Mais ma sœur, elle a été. OK. Ma sœur, elle a eu la chance d'aller à Édouard-Montpetit, suivre son cours de soins infirmiers à ce cégep-là. On va faire du coq à l'âne, mais vous dites qu'il y a eu un virage ambulatoire. Oui. Hein? Mais il y a eu des coupes, ça a de l'air aussi, Oui. au niveau Ça fait de partout. la santé. Je pense même le gouvernement. En tout cas, l'opposition officielle à l'époque était au gouvernement. Cette semaine, ils ont fait des sorties, pas mal, beaucoup d'entre eux, entre autres le chef, M. Tanguy, disant que, ouais, M. Letao aussi, disant que on Monsieur n'aurait peut-être Barrette, pas ouais. dû faire ce genre de coupure. Vous, entendre Ben, ces moi, là- ces excuses-là, est-ce que c'est une bonne façon quand même d'aborder la politique dans cet esprit de collégialité? De reconnaître ses fautes pour pouvoir mieux avancer? C'est très humble de leur part. OK. C'est très humble de leur part. Il était temps. Il était temps. Parce que nous, qui étions sur le terrain, nous l'avons vécu. Et je vous dirais que la première ligne, moi, je venais de la première ligne, et la première ligne, surtout de la réforme de M. Barrette, c'est elle qui a été le plus touchée. La première ligne a été vraiment touchée de sentir comme professionnel de la santé qu'on n'est pas capable d'agir vers une personne ou de la soigner. C'est dur, là. C'est dur comme professionnel. On arrivait chez nous, là, on avait le cœur à l'envers parce qu'on savait qu'on pouvait le faire, mais on ne peut pas. On ne peut plus et on ne peut plus le faire. Et il y a une chose qui est primordiale pour une infirmière, en tout cas pour moi, et la plupart des infirmières à qui que je côtoie et que je rencontre sur le terrain, c'est notre autonomie professionnelle. Notre autonomie professionnelle de pouvoir agir selon notre expertise, puis d'aller jusqu'au bout de notre champ d'expertise, dans les actes, dans les interventions, dans les approches, c'est hyper important pour nous. Mais ça, ils nous l'ont coupé. Ouais. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait très mal. Professionnelle. Mais lorsqu'on parle d'autonomie professionnelle, moi, ma soeur, elle est nurse practitioner, infirmière praticienne. Elle vient de finir sa maîtrise. Oui. Là, c'est gros pour nous autres. Là. Oui. Puis, En tout cas, le TS, les temps temps sociaux. supplémentaires, Ah. TSO. Le temps supplémentaire obligatoire. Il me semble que l'infirmière n'a pas toute son autonomie. On entend notre ministre Dubé, qui quand même unanimement au Québec, Oui. on reconnaît le travail qu'il fait. Des fois, on se dit, monsieur Dubé, prenez une petite journée de congé. Il y a eu la crise à Maisonneuve-Rosemont. Ça a l'air que c'est un des derniers centres hospitaliers qui maintient le TSO, qui le maintenait. Est-ce qu'il n'y a pas une loi qui peut être passée, quelque chose, pour nous assurer que nos infirmiers, infirmières ne se retrouvent plus dans cette situation et vraiment aient cette autonomie dans leur pratique, mais également dans leur capacité de dire « j'en peux plus, ce que je vais faire, ça peut me mettre en danger mon patient. » là. On vous écoute. Bien, en fait, c'est que dans le réseau de la santé, il faut faire beaucoup de travail interne et externe aussi, dans le sens où de permettre de connaître à la population, de faire connaître à la population tous les services qui sont disponibles à eux. Ça, c'est la première des choses. Et c'est sûr qu'avec la dernière réforme là, de 2015, ça a été difficile pour la première ligne, comme je vous ai dit tout à l'heure. Là, c'est important que la première ligne reprenne sa place, dans le sens où avant 2015, il y avait du sans rendez-vous qui se faisait en première ligne, que ce soit médecin, avec une infirmière et accompagné d'un médecin, famille
au CLSC qui faisait du 100 rendez-vous pour toutes les personnes, toute la clientèle vulnérable ou marginale. Il y avait du 100 rendez-vous chaque jour. Chaque jour. Et c'était jusqu'à 20 heures. Puis là, on pourrait peut-être l'augmenter. Donc, tu sais, est-ce que, je vais vous donner un autre exemple, est-ce qu'une personne âgée devrait aller à l'urgence pour renouveler une prescription? Elle n'est pas orientée au bon endroit, on se comprend. C'est ça. Il y a deux choses. On a fait le décloisonnement des professionnels et il y avait l'accès à la première ligne en sans rendez-vous. Mais le sans rendez-vous infirmier existe toujours en CLSC. Donc, tu peux voir une infirmière chaque jour jusqu'à 20 heures, des fois jusqu'à 21 heures. Mais ça de là, même, vous avez été chargé Oui. très récemment par Monsieur le ministre Lionel Carman de rendre plus accessibles les services en ce qui a trait à la santé mentale. Oui, à la première ligne. À la première ligne, oui, c'est ça. Là. Remettre ce programme-là comme qu'il était avant. Parce qu'on entend les doléances de Mme la mairesse Plante, là, ça a l'air que Émilie Gamelin, la place Émilie Gamelin, Archambault décrit la situation. C'est partout. Ouais, c'est partout. C'est partout. C'est partout. À Longueuil, je vous dirais que c'est la même chose. Donc, tu sais, c'est ça. Les pharmaciens, eux, peuvent renouveler la prescription jusqu'à temps que vous avez votre prochain rendez-vous. Peu importe, là, si c'est dans 3 mois, 6 mois, le pharmacien peut renouveler votre prescription. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'urgence pour ça. Allez voir votre pharmacien. Il y en a qui sont ouverts, des pharmacies communautaires Famille Mi-Prix, Pharmaprix, Jean Coutu. Il y en a qui sont ouverts jusqu'à 10 heures le soir. Il y en a qui sont ouverts 24 heures sur 24. Il faut redonner à la population ces informations-là, promouvoir les autres professionnels de la santé qui peuvent vous aider. Ça, c'est la première des choses. Oui, dans mon nouveau mandat, qui a été officialisé vendredi passé, exactement, remettre sur place l'accès à la première ligne, mais ça va avec le plan d'action interministériel de la santé mentale qui a été déposé en 2022, mais c'est un projet de 2022 à 2026. Et là-dedans, il y a 3 chantiers. Et un des chantiers que je vais travailler beaucoup, c'est surtout sur l'accès. Dans le fond, c'est pour assurer l'équité, l'accès aux services de la première ligne en santé mentale et d'enlever l'exclusion. Alors là, ça va être sans exclusion. Mais la pénurie, très rapidement, vous voyez venir. Je pense que c'est à Douglas, par moment, certains services ont dû arrêter momentanément parce que, par moment, il n'y a pas de professionnels pouvant offrir les services, par exemple, en santé mentale, ne serait-ce. Qu'avez-vous à me dire là-dessus? L'enjeu de la pénurie de la main-d'œuvre, ça se retrouve surtout sur les départements ou les établissements qui sont 24/7. Donc, ça veut dire 2e ligne et 3e ligne. Douglas est en 2e ligne. L'hôpital HMR, l'urgence, c'est de la 3e ligne. La première ligne, tout le monde est là. OK. Vous vulgarisez bien, Mme de Richemont, pas pire, au moins de mettez les choses... Ben oui, c'est ça. Faut que les gens comprennent. La première ligne, on est là. Moi, j'ai travaillé 20 ans, là. 20 ans, on s'est laissé des faubourgs. Ah, mais si on est là puis on est épuisé, on est là. On a un horaire aménagé, l'horaire est bien, on travaille en équipe, en interdisciplinarité, tout va bien. C'est un endroit vraiment là, que tu peux développer ton expertise, que tu peux développer ton jugement clinique. Tu es autonome, tu travailles la plupart du temps quand tu es avec ton patient, tu es seul avec cette personne-là. Donc, tu développes, comme on dit en anglicisme, tes skills. Tes habiletés, pour le dire dans la langue de Molière. Oui! Et avant qu'on ne vous laisse filer, mais franchement, on va vous réinviter. Je pense qu'on va se déplacer, nous, vous voir dans vos bureaux. Ben oui. Même à Québec. Oui, à Québec. Ça serait pas pire. Monsieur le caméraman, vous avez entendu, d'accord. Vous avez une spécialisation en gérontologie. Durant la crise sanitaire, ceux et celles qui ont été les plus touchés, je pense qu'on parle de nos personnes âgées. Que compte faire votre gouvernement afin que ce qu'on a vu lors de la crise sanitaire, nos parents du 3e âge, laissés pour compte, ça a fait mal, ça reste encore gravé dans la mémoire.
tout en sachant que vous voulez mettre de l'avant ces CHSLD nouveaux genres, les maisons de vieillards. La maison des aînés. Les maisons des aînés, oui, Oui, oui. exactement. Est-ce que ça va suffire simplement, ou vous avez d'autres actions que vous êtes au courant, que votre équipe est en train de mettre sur place pour ma mère, pour mon père, par exemple, les vôtres également? Ouais, voilà, votre Moi, là, je famille l'ai aussi. dit dès la partielle, là, même dans mon annonce comme candidate, j'ai dit, moi, ma mère, là, il n'y en est pas question qu'elle aille en CHSLD. OK. Bon, moi, j'ai dit ça à mes frères et sœurs. Ma No mère, way. il n'y en OK, est on pas se comprend. question. On est pas... OK, on est là. La mère du premier ministre, même chose, est encore à la maison. Mais c'est ça, c'est le soutien à domicile. OK. Donc, les aînés, qu'est-ce qu'ils nous disent sur le terrain? C'est qu'ils veulent rester à la maison le plus longtemps possible. C'est sûr qu'il y a des cas qu'on ne peut pas, comme démence, Alzheimer. Cette clientèle-là, c'est pas Elle possible. doit être suivie. C'est pour ça qu'on veut se concentrer sur la maison des aînés pour cette clientèle-là, parce qu'il faut des pratiques puis des approches différentes. Puis c'est bien qu'ils ne soient pas mélangés avec d'autres. OK? Puis le soutien à domicile, il y a une réforme qui va être mise en place pour faire en sorte qu'il y ait des services à la maison. Visite docteur, comme à l'époque. Ben là, oui, on envoyait le médecin avec sa pharmacien, avec sa mallette, médecin, puis il venait, infirmière, ben infirmière oui. auxiliaire ou auxiliaire familial, qui est l'équivalent d'un préposé aux bénéficiaires à domicile. Donc, on va travailler très, très, très fort là-dessus. OK. Puis, je serai là au caucus aussi pour le rappeler. Puis pour terminer, est-ce que ça se fait au Québec? J'ai vu que ça se faisait en France, dans des localités où il n'y a pas de spécialistes donnés. Eh bien, on se retrouve à avoir des spécialistes volants, donc qui sont appelés à desservir 2-3 régions administratives, par exemple. Est-ce que ce cas de figure se présente au Québec, ou on n'est pas dans cette pénurie totalement? Non, là? non, parce qu'au soutien à domicile, moi, je savais, même avant d'être en politique, on regardait d'autres établissements du réseau de la santé dans d'autres territoires. Parce que l'important, là, c'est de faire l'étude de ton territoire. Donc, si tu as une population hyper vieillissante, bien, c'est important de développer des services qui vont répondre à leurs besoins. Donc, moi, je connais qu'il y a déjà des établissements en ce moment qui ont décidé de créer leur soutien à domicile 24/7. OK. Et ils n'ont aucun problème de pénurie. Ils ont attiré tous les professionnels de la santé pour pouvoir desservir cette clientèle-là. Mais eux, ils ont décidé par eux-mêmes, de répondre aux besoins de leur propre population, de leur propre territoire, parce que c'était un enjeu. Et ils ont créé un soutien à domicile 24/7. Alors, pourquoi pas, pour ceux qui auront cet enjeu-là, de le créer aussi, parce que ça se fait ailleurs. Mais c'est important que chaque établissement étudient leur territoire, leurs enjeux. Afin d'arriver avec des solutions propres à leur milieu. Ben oui. Ah, ben, c'est Puis super. pour ça que moi, dans mon comté, dans Marie-Victorin, mon gros enjeu, oui, j'ai une population hyper vieillissante et j'ai l'autre extrême qui est les familles et les jeunes enfants à besoins particuliers. J'ai beaucoup d'enfants à besoins particuliers et il n'y a pas beaucoup de services dans mon territoire là-dessus. Donc, j'aimerais vraiment... L'adaptation scolaire et... mais juste pour le dépistage. Juste pour dépister un enfant, c'est quoi son diagnostic? TDA, TDAH, autisme? Qu'est-ce qu'on peut faire pour cet enfant-là? Et accompagner les familles pour les aider. Il faut que, absolument, là, puis ça, je l'ai dit tout le temps, là, il faut que les services tournent autour du patient et non le contraire. Et écoutez, on va vous réinviter parce que c'est un feu roulant durant le mois de l'histoire des Noirs. Vos commettantes et commettants vous écoutent aujourd'hui. On a beaucoup parlé d'aspects de la santé et autres, mais vous êtes quand même la députée de Marie-Victorin. Oui. On sait qu'il y a un accord, là, il y a l'aéroport de Saint-Hubert, en tout cas. C'est pas mon comté, ça. Pas votre comté. Ça, c'est monsieur Lafrenière. Ouais, c'est vrai, C'est mon on l'a voisin. rencontré, mais c'est juste limitrophe. Oui, mais je suis très heureux pour Ouais, lui. c'est quand même, Ouais, c'est c'est excellent. une bonne annonce. Vous vous adressez à la caméra. Que comptez-vous faire dans la prochaine année au niveau de votre circonscription, que vous sentez que vos commettantes, commettants vont être fiers de vous? Là? Oui. Ils vous écoutent. Bon, donc bonjour, mes chers citoyens et citoyennes de Marie-Victorin. Donc, merci de m'écouter. Je vous souhaite beaucoup la santé. Et je vais travailler fort, fort, fort sur vos enjeux que vous m'avez dit pendant la campagne, soit de s'occuper des enfants en besoins particuliers,
la santé et la prévention. Et je vais travailler d'arrache-pied pour essayer de créer une coop santé, clinique d'IPS, peu importe, mais l'important, c'est de répondre à vos enjeux puis à vos besoins. Donc, on va travailler très fort, moi et mon équipe du comté, pour réaliser ce beau projet. Merci beaucoup. Madame la députée, écoutez, toute une entrevue. Merci. Franchement, Coconut Podcast, on a eu l'opportunité d'aller à la rencontre de nos frères et sœurs des Premières Nations, 8000 km au Québec. Avez-vous été à Mastouillache? Mastouillache, ça c'est vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. Ben, incroyable. Bon. C'est super. Vous me le direz la prochaine fois, ma belle-sœur est là. Ah ben écoutez, on n'y manquera pas. Alors, on s'est rendu sur la Côte-Nord. Et est-ce que vous avez appris? Oui, en langue inou. Hein. Moi, je suis pas pire. Ça fait longtemps que je me débrouille en inou. Puis on a appris Chinage Kumitin. Après, je peux vous être en espagnol, puis je peux aller à d'autres affaires, mais on va rester dans Chinage Kumitin. Merci. Par la suite, on s'est rendu dans le centre du Québec. On a été voir nos frères et sœurs à Odanak, et en langue abinaki, ils nous disent « Olé, olé ». On a pris nos chouclacs, on s'est retourné à Québec, hein, Loretteville. On a nos frères et sœurs Huron-Wendat, et en langue Wendat, ils nous disent « Téawek ». Là, Coconut Podcast, on aime ça, nous autres, nous promener. On est allé en Abitibi. Puis là, en Abitibi, on a rencontré nos frères et sœurs en langue algonquine. Ils nous disent « Miigwech ». Et pour terminer, pas pire. Et pour terminer, eh bien, dans la région de Montréal, nos frères et sœurs des Premières Nations nous disent « Niawen ». Niawen. Ah ben, écoutez... Ouais. Vous êtes doué en langue, vous, là. Pas pire. Pas pire. Puis, vous êtes d'origine haïtienne. Oui. Merci en pile. Ah ben, vous l'avez dit avant moi. Merci en pile. Ben, oui, vous l'avez dit, c'est super. Mais vraiment, ce n'est que partie remise, Madame la députée. Merci à vous infiniment. Merci à vous. Je vous en prie. Messieurs, dames, oui, nous étions avec la députée de Marie-Victorin, représentant la coalition Avenir Québec, franchement, adjointe parlementaire du ministre responsable des services sociaux, M. Lionel Carman. M. Carman, toute une prise que celle de Mme Dorismont. Vraiment, Coconut Podcast, on est fiers de vous. Alors, messieurs, dames, la diversité à son meilleur, le mois de l'histoire des Noirs, comme je vous dis à l'accoutumée, on se revoit pour une prochaine entrevue. Et puis moi, je reste encore quoi? Je viens de rencontrer Madame la députée Dorismont. Il y a ma petite oreille qui me dit, là, dans quelques remaniements ministériels, elle va être ministre de la Santé. Alors sur ce, on se voit pour une prochaine entrevue. Ciao, ciao!